C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Cette 9e Assemblée générale de l'ONU à New York, Félix Tshisekedi prend la parole ce mercredi à la tribune. L'adresse du chef de l'État congolais est très attendue au regard des enjeux politiques, économiques, sécuritaires et environnementaux, ainsi que les défis auxquels fait face son pays, alors que l'ONU et Washington pressent Kinshasa de dialoguer avec l'agresseur rwandais. Pendant ce temps, l'Angola a annoncé à l'ONU la tenue prochaine d'un sommet dit de paix entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, pour une potentielle reprise des relations entre la victime et le bourreau. Et puis, la liberté accordée aux détenus de la prison centrale de Kinshasa fait couler encre et salive. Il y a extrême urgence de recadrer les choses avant toute dégénérescence. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est en 9e Assemblée générale des Nations Unies hier à New York. Le président Félix Tshisekedi prend la parole ce mercredi à la tribune. Une adresse très attendue au regard des enjeux et défis auxquels fait face son pays. En marge des travaux de cette Assemblée générale, le chef de l'État a échangé mardi avec l'homme d'affaires américain Bill Gates sur le renforcement du système sanitaire, éducatif et du secteur agricole en RDC. Reportage. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. En bref, à New York, la RDC s'engage à batailler dur pour tourner sa page des massacres et favoriser le développement. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshisekedi a échangé mardi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les deux personnalités ont planché sur l'évolution du processus de paix de Luanda en vue de parvenir à une paix durable dans la région des Grands Lacs et les possibles partenariats entre Washington et Kinshasa sur la digitalisation et la coopération axée sur la surveillance des frontières. Conseil de sécurité de l'ONU, on en parle encore, du haut de la tribune des Nations Unies. L'Angola annonce une potentielle reprise des relations entre Kinshasa et Kigali, résultant d'une signature d'accord de paix définitive. Suivez le président de l'Angola. Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC, sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de Luanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC. Un cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés,
La République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les parties au niveau ministériel dans l'objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Fonds d'investissement et rétrocession pour les exécutifs provinciaux, tels sont les atouts prévus par la loi pour permettre aux entités territoriales décentralisées de faire face aux problèmes qui se posent dans leur gestion. Le sujet a été évoqué à la réunion entre le président des assemblées provinciales et le président du Sénat à Kinshasa. La délégation des dirigeants des organes délibérants donne le compte-rendu de cette rencontre. Nous sommes effectivement une délégation de 26 assemblées provinciales de la RDC. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les problèmes qui rongent ces assemblées, au terme desquels nous avons le problème des impayements de l'Assemblée, nous avons le problème des fonds d'investissement pour l'exécutif, nous avons le problème de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça que nous sommes venus soumettre à la première institution en termes de préséance, au président du Sénat, pour qu'il puisse voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré les problèmes qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire le suivi. Améliorer les conditions carcérales des enfants en RDC à travers une prise en charge de détention. Le gouvernement en fait son cheval de bataille et à ce propos, la première ministre a réuni autour d'elle la ministre des Droits humains et le premier président de la Cour de cassation à la primature. Il découle de cette discussion différentes conclusions dont la relocalisation temporaire des enfants, l'amélioration des conditions d'hygiène, l'accès à la nourriture et un accompagnement psychologique. Suivez la ministre des Droits humains dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans de bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout, donc il y aura une prise en charge respectable. Les enfants doivent vivre dans la dignité, vous avez vu quand on a fait la tournée, nous avons constaté qu'il y a vraiment des conditions dégradantes et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Le chef de l'État nous a instruits à régler ces problèmes et Madame la Première ministre vient de m'instruire d'aller chercher la solution et avant la fin de la journée que je puisse lui donner des propositions. Bien sûr, je viens de vous le dire que c'est un lien disons de détention temporaire. Donc, il y a cette volonté de construire. Il y a des partenaires qui sont prêts. Nous sommes en train de sensibiliser partout. Et nous allons construire parce qu'il n'y a pas une autre solution. Vous avez vu, les enfants sont détenus dans des conteneurs rouillés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, ils n'ont rien à manger. Donc voilà, c'est une situation que nous avons trouvée. Notre gouvernement vient de commencer, mais nous sommes en train de faire donner le meilleur de nous-mêmes pour améliorer les conditions que nous avons trouvées déjà déplorables. La dernière opération de libération des détenus de la prison centrale de Kinshasa, soumise à rude épreuve, des anciens prisonniers Kuluna relâchés promettent déjà de récidiver un peu après leur libération, d'où cette urgence nécessite pour le ministre Mutamba de veiller au grain et de procéder à l'encadrement de ces cas pour ne pas tomber dans le piège des critiques qui pleuvent déjà sur lui. Depuis la dernière libération des détenus de la prison centrale de Makala de Kinshasa, ou même des Kuluna condamnés se sont retrouvés dehors sans aucune mesure d'encadrement, les ministres de la Justice et garde des Sceaux n'ont plus de choix que de recadrer les tirs. Les critiques portées contre lui pour son opération de désengorgement des milieux carcéraux semblent trouver écho favorable dans l'opinion. Déjà, deux analystes s'accordent sur le fait que, sans encadrement ou suivi, Kinshasa baignerait de plus en plus dans l'insécurité.
Les vidéos balancées en boucle sur la toile ou des anciens détenus récidives peu après leur libération constituent une preuve alarmante de la donne future dans une ville où des citoyens sont confrontés à des cas d'agression physique, des hold-up et autres tueries parfois impunies. L'initiative du ministre court les risques de tourner au vinaigre car qualifiée en mi-chemin d'aveugle. Ainsi, souhaiteraient certaines opinions que le projet de construction d'autres maisons carcérales connaisse une vitesse de croisière pour le transfert le moment opportun de cas dangereux et éviter les pires aux Congolais en général et Cuno en particulier. Il est une impérieuse nécessité de rappeler que la libération des bandits des grands chemins mêlés à des personnes vulnérables ne fait plus l'unanimité. La loi est dure, mais c'est bien la loi. Le temps passé entre les quatre murs a toujours constitué une occasion pour les concernés de se réévaluer. Libérer dans l'aveuglette est une option suicidaire. Dans le but de lutter contre la dépravation des mœurs dans les réseaux sociaux, le ministre de la Justice a, dans un communiqué datant du 23 septembre, demandé aux procureurs généraux des cours d'appel et de prendre des mesures légales contre les individus responsables de la diffusion des actes de dépravation de mœurs sur les plateformes, conformément à la loi numérique adoptée en 2023. Pour en savoir un peu plus, nous avons joint Prince Mwanza, juriste de son État. Il a répondu à quelques questions de la rédaction. Quels types de contenus sont considérés comme des actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, selon le ministre de la Justice, et quelles sont les principales raisons invoquées par le ministre pour justifier cette décision? A adressé une injonction aux procureurs généraux près le cours d'appel. Et dans son injonction, il leur demanda d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Il y a à savoir les types de contenus que le ministre de la Justice considère comme des actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Ce sont tout simplement des contenus jugés immoraux sur les plateformes comme TikTok. Et lorsqu'on parle des actes immoraux, ce sont des actes qui sont contraires à la morale. Et cette décision a pour raison principale, premièrement, et ça de protéger l'éducation de la jeunesse. Cette jeunesse qui est de plus en plus exposée à des contenus inappropriés. Et en second lieu, cela est de mettre la société à l'abri de tout contenu qui est contre la morale. Quels sont les mécanismes légaux et les lois spécifiques que le ministre de la Justice a mentionnés pour encadrer ces poursuites? Et ensuite, comment cette décision pourrait-elle impacter les utilisateurs des réseaux sociaux en RDC, notamment en termes de liberté d'expression et de vie privée? Toujours dans son injonction, le ministre de la Justice a ordonné à tous les services concernés, y compris la police judiciaire, d'interpeller et d'engager des poursuites contre les auteurs de ces dérives sur les réseaux sociaux. Tel est le mécanisme mis en place pour poursuivre les responsables des actes de dépravation de mœurs à travers les réseaux sociaux. Et pour encadrer ces poursuites, le ministre de la Justice rappelle dans son injonction le cadre juridique établi par l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 et cette ordonnance qui sanctionne les infractions commises dans le cyberespace, c'est-à-dire les infractions commises à travers les réseaux sociaux. Cette décision pourrait-elle impacter les utilisateurs des réseaux sociaux car ils seront mis en garde contre tout genre des émissions vidéos ou tenir des propos ou encore publier des photos et tant d'autres actes qui sont considérés comme les actes de dépravation de mœurs. Et enfin, quelles mesures sont mises en place pour assurer l'application effective de cette décision et quelles seront les conséquences pour les contrevenants? Les contrevenants vont subir la rigueur de la loi car la justice congolaise engagera les enquêtes afin de poursuivre les auteurs de l'infraction. Et ils seront arrêtés et jugés devant la juridiction compétente afin de statuer sur leur affaire et au final leur infliger une condamnation suite à leurs actes immoraux. Merci. Après 3 semaines de rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national, plusieurs écoles sont jusqu'à présent fermées dans certains coins du pays, à l'exemple de la province éducationnelle du Kwilu 1, où les enseignants ont tenu mardi 24 septembre une assemblée générale en vue de durcir leur grève jusqu'à nouvel ordre. Détail dans ce récit de Steve Boniemé. Les enseignants expriment le regret de constater la non prise en compte de leurs revendications. Ils notent que la compte de 50 000 francs
promis par le gouvernement sur l'ajout de 100 000 francs lors des récentes assises de Bibois n'a pas été honoré par la paye du mois de septembre. Ainsi ont-ils évoqué des menaces de suspension que subirait le vice-président de la part des autorités administratives de l'éducation pour avoir signé la décision de la grève. L'intersyndicale a invité les parents à garder les enfants à la maison et les enseignants à continuer à observer la grève. Pour rappel, c'est depuis le 2 septembre que les écoles sont fermées, principalement à Bandon-de-Ville. Les élèves ainsi que les enseignants ont séché les différents sites suite aux mots d'ordre lancés par les organisations syndicales des enseignants. De manière générale, depuis la rentrée de classe officielle du 2 septembre, aucun consensus n'a été trouvé entre le banc syndical et les autorités d'éducation dans plusieurs provinces, tel est aussi le cas du Sud Kivu et bien d'autres. Et en sport, première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, édition 2025 pour la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Les jeunes léopards de la RDC ont concédé une défaite 1-0 devant les Diables Rouges de la République du Congo. C'était hier mardi 24 septembre 2024 au stade Massamba, débat à Brazzaville. Carlos Lefaka. Deux buts manqués pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans, les sélectionneurs nationaux Guy Bokassa et ses joueurs ont manqué la solution pour réagir après ces buts de Diable Rouge du Congo-Brazzaville inscrits depuis la 27e minute de jeu. Avec cette défaite, la RDC occupe la dernière position dans ses éliminatoires du tournoi zonal de l'INIFAC. L'entraîneur de la RDC U20 et ses joueurs devront se ressaisir rapidement avant leur prochaine sortie prévue ce samedi face à la sélection guinéenne. Ils doivent maintenant obtenir une victoire avec plus de buts pour être mieux classés dans le groupe B et espérer obtenir leur billet pour la demi-finale. Répartis en deux groupes A et B, seuls les finalistes de chaque poule prendront part à la CAN de moins de 20 ans en 2025. Les Léopards juniors ont un seul objectif, celui d'arracher la qualification pour faire participer le pays à sa deuxième CAN U20 de l'histoire après celle de 2013. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ces grandes lignes. C'est en 9e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix Tshisekedi prend la parole ce mercredi à la tribune. L'adresse du chef de l'État congolais est très attendue au regard des enjeux politiques, économiques, sécuritaires et environnementaux, ainsi que les défis auxquels fait face son pays, alors que l'ONU et Washington pressent Kinshasa de dialoguer avec l'agresseur rwandais. Pendant ce temps, l'Angola a annoncé à l'ONU la tenue prochaine d'un sommet dit de paix entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, pour une potentielle reprise des relations entre la victime et le bourreau. Et puis la liberté accordée aux détenus de la prison centrale de Kinshasa fait couler encre et salive. Il y a extrême urgence de recadrer les choses avant toute dégénérescence. Excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision.